Bonjour et bienvenue dans ce 52e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes aujourd'hui le 25 janvier 2019. Je suis Denis Voituron et je suis accompagné de Christophe Tenier, de Richard Clark pour un épisode sur l'IoT, l'Internet of Objects, l'Internet des objets. Bonjour Christophe, bonjour Richard, comment allez-vous ? Très bien, merci, ça va très bien. Ça va ? Oh, c'est bien calme ce matin. Moi je suis toujours calme. Il va se déchaîner après, il va poser plein de questions, il va avoir plein de réponses. Il va mettre son casque. Non, il met pas son casque. Si ça fait plus pro, je le mets. Et donc, nous avons un invité, Richard. Tu vas peut-être pouvoir nous le présenter. On le voit déjà d'ailleurs en vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. Tu vas pouvoir nous en parler, nous le présenter. Il va pouvoir s'expliquer lui-même aussi. Donc, je te passe la main. Oui, on a la chance et l'honneur d'avoir Laurent Ellerbach aujourd'hui avec nous. Laurent, nous, on se connaît depuis, ça fait, je crois, en 2002, la première fois qu'on a dû se rencontrer. Même encore plus vieux, je pense que ça doit faire pas loin de 20 ans qu'on se connaît, Richard. Ouais. Et j'ai fait votre jeunesse enfant ensemble. Voilà. Presque. Et donc moi, quand je t'ai connu, tu étais dans l'équipe des évangélistes et tu t'occupais plus particulièrement après de la partie éducation. Tu me dis si je me trompe, parce qu'avec toutes les terminologies de noms de postes chez Microsoft, j'ai un peu du mal à suivre. Et puis, tu as continué toujours à faire et du marketing et du technique, du développement à proprement parler. Je crois que t'adores justement bidouiller à tes temps perdus. Et puis t'es parti maintenant, tu t'occupes plutôt de l'Europe de l'Est et puis de l'Afrique, si je ne m'abuse. Alors ouais, c'est même un peu plus large que ça maintenant. Donc je m'occupe plus particulièrement du secteur bancaire, des relations, de faire du co-engineering avec des grands clients bancaires. Et donc du coup, je gère une équipe de développeurs. Et donc je suis principal software engineer manager dans cette équipe-là. Il y a une relation entre l'IoT et le bancaire ? Eh ben oui, il y en a. D'ailleurs, il y a un des projets que je présenterai, qu'on a fait avec un très grand assureur suisse, parce qu'ils ont des projets pour pouvoir surveiller des rivières, par exemple, ou pour pouvoir faire des recherches en cas de catastrophe. Donc, du coup, on utilise des technologies type IoT. Et les rivières et les banques, je vois pas le rapport. Comment ? Les rivières et les banques, j'ai perdu le fil là. En fait, si tu es assureur et que tu veux faire de la prévention, tu as intérêt à avoir des systèmes de prévention. Et puis pour ça, tu peux utiliser des technologies comme LoRa, on en parlera, connecté à Azure IoT Edge. Et puis du coup, tu peux lever des alertes, tu peux faire des choses comme ça. Tu as des scénarios assez complexes. Et puis garder en tête qu'un distributeur de billets, c'est autre qu'un objet qui est connecté aussi, sur lequel on peut faire plein de choses. Tu peux faire de la reconnaissance d'images, vérifier par exemple si une personne reste pas trop longtemps devant un distributeur, si une personne n'est pas trop derrière quelqu'un, ce genre de choses. Et derrière, tu utilises ce même type de principe et tu déploies on the edge un certain nombre de technologies sur tous tes distributeurs. Oui, parce qu'il faudra préciser en fait exactement ce qu'on entend par le mot edge dans Azure, parce que là, en fait, ce que tu me dis, j'aurais pu me coller directement dans une émission sur l'intelligence artificielle et le deep learning, avec des systèmes cognitifs. Et pourtant, tu vas me parler d'IoT. Ouais, mais je vais parler d'IoT du coup et tu verras cette Luca. Donc peut-être que je commence. Parce que là, vous avez complètement flingué mon introduction. C'est avec plaisir, Richard. Sur quel sujet on va parler on va parler d'Azure IoT Edge. C'est parti. Mais du coup, tu vois, je peux peut-être commencer par une petite définition du Gartner que j'aime bien, qui est assez vieille, qui dit qu'en fait, c'est un réseau d'objets qui contient des technologies embarquées qui vont interagir entre elles et qui vont interagir sur l'environnement. Donc, quand tu as dit ça, tu vois, mon distributeur de billets que j'utilisais en intro, c'est bien un objet qui va être connecté et sur lequel on va pouvoir envoyer un certain nombre d'informations et récupérer des informations et du coup pouvoir avoir un impact sur l'environnement.
quand on regarde ce que c'est que ces technologies-là, pour les gens qui vont l'embarquer, c'est vraiment pas une révolution, quoi. C'est des choses qu'on a depuis des années. Mais c'est plutôt une révolution business aujourd'hui, parce que il y a pas mal de choses qui se sont passées. Les coûts des technologies ont vraiment baissé. Tu peux avoir de la communication avec des objets un petit peu partout. Et du coup, ça permet d'avoir des scénarios qu'on ne pouvait pas faire avant à un prix et un coût raisonnable. Autre aspect, quand on parlera d'Edge tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup de puissance maintenant localement qu'on va pouvoir exploiter aussi. Quand on regarde côté développement un peu ce que ça peut donner côté développeur, on va pouvoir saucissonner le monde en 4 grands morceaux, une partie avec les devices, ces périphériques, ces objets, la partie d'infrastructure cloud, la partie de données en tant que telle, et puis la partie d'insight. Un monde connecté sur lequel on a juste quelques informations, sans lequel on peut vraiment prendre des insights, sans lequel ça peut vraiment impacter, c'est pas vraiment un objet IoT, c'est un objet un peu connecté, mais on n'est pas dans de l'IoT. Puis bien sûr, on a tout un tas d'outils, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Quand on regarde un peu ce que ça peut représenter du coup en termes d'architecture, de façon très très simplifiée, on a une partie avec les devices, c'est la partie en bas à gauche, qui peuvent être connectés directement à la partie en haut qui va être le cloud ou l'infrastructure, ou qui vont être connectés à travers ce qu'on appelle une gateway, une passerelle. Pour faire simple, quand tu as une alarme chez toi, tu as en général une gateway, une passerelle, et puis tu as tout un tas de petits connecteurs un petit peu partout. Ceux-là, ils sont très bêtes, ils ont une communication qui est très simple, ils envoient ça à la gateway, et puis si jamais il y a quelqu'un qui arrive chez toi, il y a une alerte qui va être levée de ce type-là. Et en fait, une architecture IoT, c'est vraiment ça, c'est pas plus compliqué que cette partie-là. Et de l'autre côté, on va pouvoir consommer évidemment les données, c'est là où on va voir la partie insight en bas à droite. Donc toutes les architectures IoT sont de ce type-là. Donc tu vois, ça fait quand même pas mal de choses, et si je reprends mon distributeur de billets, évidemment, lui peut être connecté directement à une infrastructure de type cloud et envoyer des données. Ouais. Ce que j'aime bien là, c'est que tu mets le mot architecture et du coup, c'est beaucoup plus compréhensible quand on va parler d'IoT. Et que si tu parles d'IoT d'une architecture, je trouve ça vraiment plus clair. Tu comprends? Oui, je comprends. Et pour en revenir sur ta question Edge, qu'est-ce que ça va être le Edge? En fait, c'est cette espèce de gateway sur laquelle on va pouvoir faire tourner du code spécifique. Si le sensor il est assez puissant, si tu as suffisamment de puissance, tu vas évidemment pouvoir faire tourner des choses là-dessus. Alors, en fait, l'IoT Edge, comme on disait avant, ça a été présenté à la Build en 2017. Et justement, ils avaient pris l'exemple de Cargo qui se trouve en plein milieu du Pacifique de mémoire. Je me trompe peut-être, mais je crois que c'était ça. Pour dire, on est complètement isolé d'un data center. Il faut que ça tourne toujours. Les usines Cargo ou les choses comme ça. Je crois que c'était quelque chose comme ça, l'idée. Oui, c'est ça l'idée. Et c'est uniquement en 2017? C'était pas plus vieux que ça? Non, c'est pas plus vieux que ça en fait. Le concept de faire tourner quelque chose localement est pas nouveau. Maintenant, la technologie qui permet de le faire avec du déploiement automatique, avec des mises à jour automatiques, avec la possibilité d'avoir un mode offline est beaucoup plus récente. Ok. Donc on viendra avec un exemple tout à l'heure. Et dans ton schéma, quand tu parles d'IoT, il y a a priori toujours besoin, il y a toujours un cloud où il y a un système central comme ça qui est présent dedans. Oui. Oui. Alors l'intérêt d'avoir un cloud, c'est toujours de pouvoir avoir accès plus facilement, les aspects de gestion, de maintenance, mais aussi applicatifs. C'est-à-dire que quand on va regarder après ce qu'on propose avec Azure, tu as tout un tas d'outils qui font que ça va te faciliter la vie. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est pas que Azure. Tous les autres le font aussi, quoi. Les autres le font aussi, effectivement, mais on a beaucoup d'avantages dans Azure, évidemment. Tu prévois là tout à l'heure, dans les minutes qui suivent, de préciser ce que l'on dit exactement, ce que l'on entend exactement par Azure Edge? Oui. J'ai même une démonstration avec des slides, enfin un bon exemple sur lequel on va y arriver. Alors, quand on regarde du coup dans Azure et pourquoi c'est intéressant, pour revenir un peu à la question, voilà, je montre simplement cette slide-là. Il y a plein de services qu'on va pouvoir brancher et qu'on va pouvoir utiliser. Je ne vais pas tous les expliquer, on ne va pas rentrer dans le détail. Surtout, on n'a pas le temps, mais derrière, on va pouvoir apporter beaucoup de services au-delà de la connectivité. D'accord, de pouvoir notamment traiter les données, transformer les données, analyser les données qu'on va recevoir. Côté support de device, peu importe, on s'en fout, c'est ce que j'ai marqué dans la slide d'architecture. Quoi que t'aies, on a un moyen de te connecter à Azure IoT Edge. La raison, c'est assez simple, ça utilise des protocoles très standards, HTTPS, MQTT équivalent. Donc du coup, la seule chose qu'on a besoin, c'est une stack IP et puis un peu de crypto pour pouvoir envoyer tout ça. Je vais prendre un exemple concret.
pour le coup, je vais prendre ma maison. Voilà, j'ai la chance d'habiter dans une maison. Et puis, j'ai la chance d'habiter en région parisienne aussi. Alors, malheureusement, je ne suis pas comme Richard, tu vois, dans le sud, au soleil, où c'est assez prédictible et du coup, tu peux arroser quand tu veux. Le temps est assez variable. Et du coup, moi, quand je rentrais chez moi de vacances, après 2 semaines ou 3 semaines, j'avais un pauvre arrosage automatique que je programmais. Soit j'arrivais, c'était un marécage parce que j'avais mal prévu, soit c'était un désert parce que j'avais mal prévu, quoi. Et du coup, je me suis dit, en 2014, même un peu avant, parce que j'ai créé une partie d'arrosage automatique un petit peu avant, qu'est-ce que je peux faire pour être un peu plus smart en utilisant des technologies de type IoT. À cette époque-là, Azure IoT en tant que tel n'existait pas. On avait Azure, il y avait quelques services qui existaient pour pouvoir poster des données, mais il n'y avait pas que ça. Donc j'avais un certain nombre de hardware et puis bien sûr un peu d'eau dans le jardin pour pouvoir faire des trucs sympas. Donc j'ai fait une première architecture avec un arrosage automatique, j'y reviendrai, la partie en bas à gauche que j'avais déjà développé, mais surtout j'ai rajouté des capteurs. Et c'était à l'époque super simple, un Spark.io, des Oregon Scientific, j'ai envoyé ça dans un Azure Mobile Services, ça a dû changer de nom au moins 2 ou 3 fois depuis, une base SQL, un site web pour pouvoir consommer tout ça et roule. Bon, après, Azure IoT Edge est arrivé, on a eu des services comme Azure Event Hub qui sont arrivés. Donc, du coup, j'ai rajouté plus de sensors, et j'ai rajouté une gateway, j'ai rajouté tellement de choses qu'en fait, ça en est devenu super compliqué, moteur de recommandation, un site web, enfin bref, je suis jamais arrivé finalement complètement au bout de cette infrastructure-là. Et je l'ai resimplifié, c'est la version que je maintiens un peu plus récemment, dans laquelle j'utilise Azure IoT Edge, toujours du Event Hub, du Stream Analytics, parce que j'avais décidé de stocker ça dans une base SQL Azure, j'ai toujours ça, j'ai pas changé, quelques API, une web app, et finalement maintenant la façon dont je consomme mes données, c'est à travers Power BI, à travers un bot également, je reviendrai après sur l'intégration du bot, et j'ai toujours un accès direct à mon arrosage automatique si je veux. Donc c'est une architecture, tu vois, qui est assez finalement simple et classique. Et puis on va regarder quelques éléments un peu plus en détail. Dans tous les cas, ce que tu fais, donc au niveau de tes senseurs, ce sont tes senseurs qui envoient les informations régulièrement ou ça se passe comment? Alors tout à fait, ouais, les petits senseurs envoient des informations principalement à une gateway. Une gateway qui peut être soit un Raspberry, soit j'ai même un serveur chez moi en fait qui renvoie ça, une machine, ouais, qui renvoie ça. Donc ils sont très bêtes, c'est la raison pour laquelle j'ai ça. Maintenant, j'ai quand même un Raspberry dans mon jardin avec une webcam. Là, par contre, il y a un peu plus de puissance. Ces capteurs sont branchés sur ce Raspberry-là qui fait office également de gateway. J'ai l'exemple est un tout petit peu plus loin, un peu plus détaillé. Ça, c'est les premiers prototypes. Voilà, bon, ça, c'était un peu d'électronique, hein. C'est resté comme ça quelques semaines à la maison. Et puis, finalement, le temps de commander un petit panneau solaire, une batterie, c'est arrivé dans le jardin. Bon, ça marchait relativement bien en été, moins bien en hiver. Ça, c'est ce que j'utilisais dans les toutes premières versions, qui marche toujours d'ailleurs, hein, qui est toujours connecté de la même façon. C'est quoi qu'est-ce qu'on voit là? Donc il y a, je vais dire, une plaque avec, mais c'est quoi comme appareil? Alors c'est un Spark.io, c'est une espèce d'Arduino avec une carte Wi-Fi, c'est assez vieux comme technologie. L'intérêt, c'est que c'est léger, c'est simple, ça fonctionne et même ça, tu vois, tu peux le relier. Ici, ce que tu as en dessous, c'est un récepteur 433 MHz qui permet en fait, d'analyser, de connecter, de déconnecter mes signaux que j'ai créés. En fait, ici, j'ai créé mes propres capteurs et j'utilise le même protocole de communication que le protocole Oregon Scientific, qui sont les petits capteurs que j'ai. C'est pas un protocole sécurisé, c'est un vieux truc. Bon, c'est pas fait pour faire de l'IoT réellement, mais voilà, c'était fun. Et c'était comme ça. Il y a quelques années, mon plus jeune était intéressé par faire un peu de jardinage. Il m'a dit tiens, si on achetait une serre. Je fais attends, une serre, on peut acheter une serre. Et puis finalement, j'ai réfléchi. Je fais tiens, il y a peut-être un ou deux scénarios qui peuvent être sympas. Et du coup, j'ai dit ouais, on va acheter une serre.
Et là, je me suis dit, bah tiens, c'est le moment d'upgrader les capteurs que j'ai dans le jardin, faire quelque chose d'un petit peu plus sérieux, enlever la partie sans fil avec les capteurs solaires et tout, parce que bon, bah, ça marche pas très bien en hiver, mettre de la vraie électricité dans la serre. Donc là, j'ai un Raspberry, j'ai intégré un peu mieux l'électronique, j'ai installé Linux dessus, un petit coup de mono parce que bah, j'aime bien C#, et puis bah, j'ai connecté tout ça en fait à ma gateway, et puis aussi quelques services directement dans Azure pour jouer. Alors, excuse-moi, mais alors, Ouais. utiliser son fils pour justifier de passer Ouais. tous ses week-ends dans son bureau à faire de la programmation et à faire des soudures sur des machins, c'est un peu honteux. C'est un peu honteux, je sais, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je l'ai utilisé lâchement pour ça, j'avoue. Mais on a passé un bon temps quand même à planter des salades et autres sous la serre, parce que du coup, ça permet de les avoir un peu plus tôt au Dans printemps. l'assiette. Dans l'assiette, ouais. J'ai fait un upgrade un peu plus tard. J'ai rajouté en fait cette espèce de petit câble ici qui est une webcam, et on va regarder juste après pourquoi et comment et quel est l'intérêt. Alors l'idée, c'est de pouvoir prendre en fait des photos de ma serre. C'est super important. Je veux pouvoir savoir ce qui se passe dans ma serre, comment poussent mes salades. Je veux pouvoir le demander à n'importe quel moment. Donc, Quels sont les lapins qui viennent bouffer? Exactement. Voilà. Donc pour ça, j'ai fait deux versions. Une première que j'avais fait nativement dessus qui tournait avec Node.js. Pourquoi Node.js? Parce que bah, ça me permettait de tester et puis d'avoir une version. Et là, la version qui tourne actuellement, c'est une version avec Azure IoT Edge. Donc en fait, j'ai l'OS Linux qui est installé sur mon Raspberry Pi, et puis j'ai Azure IoT Edge installé dessus. IoT Edge, c'est quoi? C'est un service qui tourne et qui derrière va pouvoir downloader quelques containers dans lesquels on va faire tourner ces services. Donc, la façon dont ça fonctionne, bah, je vais envoyer un message, par exemple, pour prendre une photo. Donc, j'envoie un petit message à mon Azure IoT Edge qui va envoyer ça, qui va être poolé en fait par mon module Edge. Là, du coup, comme je voulais changer de technologie, je l'ai fait en Python, hein, pourquoi pas. Il va prendre la photo, il va m'uploader ça dans un blob storage, il va me renvoyer une confirmation que c'est OK. La confirmation va être envoyée évidemment à l'émetteur, et puis derrière, je vais pouvoir consommer ma photo, la façon dont je veux, puisqu'elle sera dans mon blob storage. Donc ça, c'est le principe. On peut renvoyer d'autres types de données, évidemment. Dans ce contexte-là, c'est pas fait. L'intérêt d'utiliser Azure IoT Edge ici, c'est que là, bon, j'ai un device, j'en aurai 50, je fais le code une fois dans mon container, et derrière, ça déploie sur mes 50 devices. Ok, donc j'ai une façon de pouvoir gérer mon déploiement très simplement. Oui, Tony. Dis-moi si tu en parles après, comme ça, tout ce qui est IoT Edge, donc le Azure IoT Edge que tu as utilisé ici, tu vas peut-être l'expliquer après, mais comment ça fonctionne? Je veux dire, c'est un système que tu installes, donc tu as un package, je ne veux pas dire un MSI, mais tu installes un composant, et puis ça te permet d'installer à ce moment-là un container Docker, c'est ça? Tout à fait. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas installer le corps des composants, donc juste le service Azure IoT Edge, et qui derrière va te permettre, une fois que ton device est paramétré et connecté à Azure, de downloader automatiquement ce que tu lui demanderas d'installer. Ouais, c'est Donc ça. Ok. derrière, tu as effectivement, j'ai des captures d'écran un petit peu plus loin pour expliquer comment tu paramètres ça. On peut avancer, hein, puis je te montrerai ça. Et du coup, bah, tu déploies ça sur tes devices. Donc, Ça devient très facile, quoi. Tu fais même plus du développement propre au système, donc un Raspberry ou autre, puisque là, tu te retrouves dans dans un conteneur Docker, donc tu fais un peu ce que tu veux derrière, quoi. Exactement. Donc après, il peut y avoir des choses qui sont spécifiques au matériel. Là, en l'occurrence, j'ai une webcam, bon, j'ai un accès hardware, etc., etc. Donc c'est assez spécifique. Mais si tu as du code qui est générique, qui font du calcul, du traitement, des choses comme ça, même si tes devices sont très très différentes, tu peux downloader ce service-là n'importe où. D'accord? Quel que soit le hardware. Donc bon, voilà à quoi ça ressemble techniquement, hein. C'est pas plus compliqué que ça, et c'est une pauvre webcam là qui est installée, qui prend des photos quand je lui demande. Comment ça marche du coup? On va regarder un peu plus en détail. J'ai tout ça détaillé évidemment dans mon GitHub. Je vais le passer très rapidement, hein. On va pas passer une éternité dessus. Je vais plus m'attarder sur la partie Azure IoT Edge. Donc il y a quelques premières étapes
qui consiste par exemple, un peu de code qui consiste à publier dans un blob storage, en Python comme dans tous les autres langages d'ailleurs, c'est super simple avec Azure, hein. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir présenté ce genre de choses. On a quelques lignes, ça c'est pour se connecter à Azure IoT Hub, récupérer quelques lignes et tout est réglé. Donc effectivement, on va passer plus de temps à mettre au point son code, vraiment ce qu'on veut faire, que de faire de la plomberie pour Azure IoT Edge. On a des SDK pour tout type de plateforme, tout type de langage. Il y a une notion également qui est intéressante dans Azure qu'on appelle les twins, qui sont des paramétrages. Donc en gros, c'est tu dis, voilà, je veux avoir telle valeur mesurée sur mon device. Donc, en l'occurrence, pour moi, ici, c'est un exemple avec une time zone. Donc, si tu as des webcams qui sont un peu partout, tu peux avoir des problèmes de time zone et tu veux pouvoir passer ce paramètre-là sans avoir besoin d'aller dans le device ou sans avoir besoin de le hardcoder. Et bien, en fait, tout simplement en déclaratif dans Azure IoT Edge, d'ailleurs, c'est pas Edge, c'est juste pour n'importe quel device Azure, tu vas pouvoir déclarer un twins. Et ça, c'est les quelques lignes qui vont permettre de récupérer un twins et de le déclarer. Donc, tu peux dire, voilà, je veux telle time zone, et derrière, tu vas pouvoir dire, j'ai telle time zone. La façon dont ça se passe, et donc tu récupères ça, c'est tout est en JSON évidemment, et tu peux donc du coup voir si ton device a bien pris ton paramètre ou pas, ou s'il y a un problème. Et ça, c'est du code que tu tapes directement ce code-là dans Azure, ou bien tu le fais en local? Alors, comment tu fais ça? Ça, là, le code ici, c'est le code du device. D'accord? Donc, qui va tourner dans mon container. Ici, là, c'est une capture d'écran de la façon dont ça se représente quand tu veux aller vérifier dans la console Azure. Azure, ouais, c'est ça. Et évidemment, en général, tu ne vas pas le faire à la main. Si tu as 500 devices, tu vas avoir un système qui va récupérer tout ça de façon programmatique également. Okay, tout ce qu'on peut faire côté device, on peut le faire aussi côté cloud. Tu peux récupérer toutes ces informations-là, tu peux les traiter. Mais c'est un bon moyen de passer en fait des paramètres de configuration et de vérifier que le device a bien reçu ces paramètres de configuration. Et comment ils sont reliés entre eux? Parce qu'il faut un système d'adresse. Je suppose que ça fonctionne avec du réseau, avec l'Internet ou des choses comme ça. Alors, donc, quoi, tu as des adresses IP? Comment il sait Azure que l'IoT existe? Alors, Azure, il sait que l'IoT existe puisque quand tu vas configurer ton device, laisse-moi avancer un tout petit peu et pose-moi la question juste après quand j'ai le paramétrage du device. Pas de problème. Là, il me fallait OpenCV sur le Raspberry Pi, c'est pas un composant existant, voilà, il faut le construire, c'est un peu chiant. Il y a tout ce qu'il faut pour être ici. Voilà, là, comme il y a besoin de containers, tu as aussi besoin d'une Azure Container Registry. Donc ça se paramètre assez facilement. Tu crées tes containers, tu les mets dedans. J'avance et là, on est dans le paramétrage concret du IoT Edge. Okay, là, c'est quand tu le fais à la main avec la console. Quand tu as 500 devices, évidemment, tu as moyen d'automatiser ça. Mais en gros, ici, tu as deux types de devices. Tu as les devices IoT traditionnels et puis les devices IoT Edge. Ces devices IoT Edge, quand tu vas les créer, tu vas définir ce qu'on appelle les modules. Le module que je veux déployer, c'est celui qui va contenir le code qui va permettre de prendre la photo et l'uploader sur le blob storage. D'accord? Donc, tu peux définir aussi un certain nombre de paramètres, tu peux passer des variables d'environnement. Chaque variable d'environnement va être spécifique, par exemple, à un device ou un certain nombre d'informations qui vont permettre voilà, d'exécuter le device correctement. Si tu veux un mode privilège, dans ce cas-là, j'ai besoin d'un mode privilège parce que mon device va accéder à du hardware. Ce genre d'informations qui vont permettre de finalement paramétrer ton container. Ouais, le Twins. Et c'est là que tu le vois, on voit le port. Je suppose que c'est la question dont je parlais tantôt, c'était ça, quoi. Alors le port ici, c'est plutôt un port local que j'utilise parce que ça me permet moi d'accéder depuis mon réseau et puis de vérifier que le device tourne bien. Mais a priori, il n'y a pas de port exposé ici puisque a priori, j'ai pas besoin d'y accéder depuis l'extérieur. Mais logiquement, c'est toujours l'IoT, c'est toujours le device qui envoie l'information au serveur. Tout à fait. Oui. Okay. C'est le device qui se connecte et c'est le device qui va envoyer l'information, c'est le device qui va pooler. Donc après, si tu utilises HTTP, tu fais des long poolings. Tout ça, c'est transparent, encore une fois. Si tu utilises MQTT, tu es en mode connecté, mais bon, ce pas des connexions qui sont éternelles, donc tu les recrées. Il y a les reprises d'erreurs. Il y a la reprise d'erreurs intelligente dans le SDK, puisque l'idée, c'est pas de demander sans arrêt quand tu n'es pas connecté. Est-ce que j'ai connecté? Est-ce que je suis connecté? C'est d'utiliser des bonnes pratiques et des bonnes patterns. Tout ça, c'est fait dans le SDK de façon transparente. Et
Ok. Ok. Et encore une fois, tout ça, tu peux le faire en code. Oui, Richard. Oui, il y a juste un truc, parce que moi, j'y connais vraiment strictement rien, je suis une buse là-dedans. Donc, si je comprends bien, c'est sur Azure IoT Edge, tu configures un container et ensuite tu déploies ce container dans le device. Oui, et le déploiement est fait automatiquement grâce à cette configuration que tu fais. D'accord. Et donc, il n'y a pas une notion j'allais dire, de compatibilité des devices par rapport au hosting de container ou... C'est toi qui va le gérer. Dans ce cas-là, si j'ai un device qui est un Raspberry Pi et si j'ai un device qui est un PC traditionnel, parce que je peux faire tourner ça sur un PC traditionnel, ma librairie OpenCV va pas être la même. Donc je vais faire 2 containers différents. Et du coup, pour ceux qui seront Raspberry, ça prendra le container A, et ceux qui seront PC, ça prendra le container B. D'accord. Par contre, mon code de haut niveau va être exactement le même. Si je reprends mon code Python, j'ai pas une ligne à changer. La seule chose que je vais changer, c'est le container. Et du coup, ici, la seule chose que je vais changer, c'est le paramétrage. Donc, là, c'est un exemple avec 2 devices. Si j'ai 200 devices Raspberry Pi et 200 PC, je vais pouvoir aussi les paramétrer de façon complètement programmatique pour ne pas avoir besoin de le faire à la main. Et il y a des add-ons dans VS Code qui permettent de le faire aussi, qui permettent de les déployer sur 500 devices d'un coup également. Et au niveau du container, en général, c'est un container qui contient quoi? Un serveur HTTP? Ben non, parce que c'est pas accessible de l'extérieur. Alors, ça peut être accessible à l'extérieur. Donc là, dans ce cas-là, par exemple, j'ai un petit serveur Flask dedans qui va me permettre d'accéder à mon image, qui va me permettre d'accéder à 2-3 paramètres. Mais tu peux mettre tout et n'importe quoi. C'est toi qui décides. Mais souvent, c'est quel type? Parce que je suppose en général, c'est le composant, c'est l'IoT, le matériel, je veux dire, qui envoie les données des senseurs. Donc, si c'est un Oui. système de détection de température, il va envoyer Oui. la température, l'humidité, enfin des Oui, choses comme ça. tout à fait. Et il les envoie au serveur. Donc, Oui. pour récupérer ces données-là, ces informations-là, il y a quoi? Il y a des containers préexistants qui font des opérations entre guillemets standards là-dedans? Alors, tu as quelques containers que tu peux déployer, comme par exemple pour faire des pré-traitements avec Stream Analytics, donc que tu peux containeriser. Donc, on t'aide pour ça. Si jamais tu utilises les Cognitive Services, pareil, on propose de créer des containers qui sont prêts à l'emploi. Et la plupart de ces containers en général ont une entrée effectivement de type HTTP, serveur web, qui va permettre de facilement en fait appeler les fonctions. Donc ce que tu peux faire ici, tu peux déployer plusieurs containers, tu peux les greffer entre eux, tu peux mettre de la logique derrière, soit à travers des routes physiques, soit à travers une partie applicative. Donc vraiment, tout dépend de ton scénario, tu as vraiment une flexibilité complète. Et les composants sont suffisamment puissants pour héberger ces containers-là? Parce que ça me paraît quand même assez complexe déjà s'ils mettent de système cognitive services ou des choses comme ça en local. Ah bah en fait, ça marche très très bien. Ça dépend ce que tu veux détecter. Si tu veux détecter quelque chose qui est, je sais pas moi, une pizza, un hot dog, Ouais. 2-3 types différents, t'as pas besoin de super puissance. Maintenant, si tu veux distinguer 250 objets différents, ouais, ça va être un peu plus chaud peut-être. Mais en Ouais. général, l'avantage d'être dans the edge, c'est que les scénarios vont être assez finalement fermés. Donc, avec un petit peu de puissance, on peut finalement faire beaucoup, beaucoup de choses. C'est assez surprenant la façon dont ça fonctionne et finalement, c'est assez rapide à l'usage. Ok. Bon, voilà, en principe, ça se passe bien. Au device, tu vois les modules qui tournent, donc les petits containers qui tournent. Donc ça utilise Docker derrière, hein, donc un Docker PS et puis tu as la liste des containers. Ok, tu peux voir s'ils fonctionnent pas. Donc là, il y en a 2 qui sont directement provenant c'est les containers de base d'Azure IoT. Tu as le agent, le hub, et après tu peux en avoir 1, 2, 3, 4, 5, tu peux avoir autant de containers que tu veux déployer. Et la puissance te permet. Et ça, Encore une fois. le contenu de ton device, ça, donc le contenu de ton BlackBerry, par exemple. Là, c'est le contenu de mon Raspberry, oui. De ton Raspberry, oui. Non pas BlackBerry. Là, tu vois, c'est mon RPI Garden. Je suis connecté avec mon Pi et ouais, c'est ça. Ouais. directement sur le device. Côté console web, tu peux voir que tes services tournent. D'accord. Et c'est là en fait que si tu as 5 containers, tu verras tes 5 containers. Et donc tu as un statut, tu peux aussi déterminer le statut d'un container. Tu peux dire un container va s'exécuter juste une fois.
S'il crache, je veux tout le temps le relancer. Donc tu vas pouvoir déterminer aussi ce genre de comportement. Donc ouais, c'est un sympa. très bon moyen de déployer de l'applicatif, même si tu n'es pas dans un mode complètement IoT. Tu peux utiliser cette technologie pour pouvoir le faire. OK? Ok, nickel. J'ai répondu à toutes tes questions par Oui, rapport à pour le ça que moment, tu avais? oui. Pour C'est l'instant, bon? oui. Christophe, encore de questions? Ça Il va. est parti prendre un café. Ah non, ouais, je le vois Non, pas non, il est sur là. bon, j'ai rajouté plein de choses, hein, dans mon Azure, des choses, qui sont pas forcément liées à Edge, des petits ESP T266. Mon idée, si tu veux, c'est vraiment de pouvoir utiliser mon jardin, comme je dirais un bac à sable dans lequel je peux tester, différentes choses. Petit tour sur l'architecture, un peu courante. On va rapidement parler en fait, de quelques composants qui permettent de récupérer les données, qui sont, Azure Event Hub, que j'utilise, et qui permet en fait de récupérer les données, de les processer et de les, enfin récupérer les données et de les, processer. Ouais, Event Hub, si j'ai bien compris, moi, c'est juste une queue en gros, non? Ouais, C'est ça, hein, donc tu envoies les données exactement. dedans, Ouais, ouais. ça les prend à la vitesse qu'il faut, Tout à fait, et Azure, IoT Hub s'appuie sur un Event Hub. ça appuie dessus, ouais, c'est ça. Ouais. Et l'avantage d'Event Hub, c'est que ça absorbe des centaines de milliers Oui. de connexions en même temps, quoi. Ouais, on te garantit qu'en fait, on Ah, les c'est ça. garde. Alors après, tu as différentes tailles, hein, et puis évidemment, le coût est proportionnel à ce que tu veux garantir comme queue. Tout ça Ça pour 2 paraît salades. évident. Ouais, ouais. Bah ouais, c'est un peu, j'avoue, bon, c'est un peu luxueux, pour le coup. L'intérêt, c'est que dans Azure, IoT, Hub, tu as quand même un free tier, donc avec, je crois que c'est limité à 5 ou 10 000 messages, par jour, hein, ce qui suffit largement. Ça utilise d'ailleurs, Event Hub, derrière, et du coup, tu peux quand même jouer pour tes salades de façon, tout à fait, gratuite, on va dire. Sereine. Sereine, sans être trop stressé. On va parler un petit peu d'analyse, de données. Bon, moi j'adore Excel et j'avoue que c'est un super outil de prototypage. Tu peux te connecter sur ta base, et ça, tu vois, quand j'ai mis au point mes premiers capteurs, c'est ce que j'ai utilisé. Bon, si tu veux faire un peu plus sérieux quand même et analyser tes données au fur et à mesure, là, on va utiliser une technologie qui s'appelle Stream Analytics. Et là, l'intérêt, c'est que tu vas pouvoir transformer les données, tu vas pouvoir faire du real-time analysis aussi sur tes données, tu vas pouvoir faire des fenêtrages, tu vas pouvoir faire des choses comme ça. Ça se présente comment? Bah, c'est un service dans Azure, tu as un langage qui ressemble à du SQL, et dans lequel, tu vas pouvoir faire des selects, tu vas pouvoir transformer tes données, tu vas pouvoir recaster, tu vas pouvoir faire des moyennages, par exemple, plutôt que de le faire, dans ton code. Si tu veux, c'est toujours chiant de te dire: «Bah, tiens, je vais faire un averageage, tu vois, de la température, un moyennage de la température pendant 5 minutes». Le faire dans le code, c'est chiant, et là, en fait, tu le fais en une ligne. Et tes données sont où alors là? Alors là, mes données sont, pas encore stockées dans une base. C'est, quand j'envoie ma donnée, dans Azure IoT Edge, derrière ça va arriver dans Stream Analytics, par exemple, dans lequel je vais pouvoir faire ce traitement-là, et après je vais pouvoir les rentrer, ici, par exemple, dans des bases de données. C'est Donc ça, voilà, mais tu vois, j'ai c'est toi qui as choisi que c'était Stream Analytics derrière quand les oui, données arrivaient? OK. oui, tout à C'est un fait, des oui, paramètres tout à fait, du ouais, système. ouais. C'est un des paramètres, du système. Alors là, tu vois, parce que je dois pas être très bon développeur, que j'ai des erreurs, de temps en temps. Ouais. Donc Stream Analytics, va me permettre de remonter ces erreurs-là. Donc là, évidemment, c'est capture d'écran, de la console. L'intérêt, c'est pas de le faire dans la console. L'intérêt, c'est pour le faire en code, directement. Hein. Tous les services d'Azure, on peut avoir, accès à tout ce qui est erreur, et du coup, on va pouvoir les traiter en termes de code. Alors évidemment, avec une device, là, ça me permet de débugger facilement, mais si j'ai 500 devices, si tout à coup je me mets à avoir une erreur, je vais pouvoir automatiquement lever des alertes et faire avoir ce type de scénario. Je dis 500, mais ça peut être 500 000 ou 5 millions de devices, ça ne change pas grand-chose. Ensuite, si on avance un petit peu côté Insights, ce qu'on va pouvoir utiliser, c'est par exemple des produits comme Power BI. Là, c'est une capture d'écran en fait du Power BI avec toutes mes températures, tout ce que je peux mesurer, tout ce que je peux streamer chez moi comme température. Dans Stream Analytics, je pourrais filtrer les températures et les humidités qui sont pas correctes, hein. Là, tu vois, moins 35 à Paris, bon,
J'ai un doute. J'y crois moyen, j'ai un doute. Hein. Bon, c'est vrai qu'il faisait froid, hein, mais j'ai comme un doute. Bon, puis tu vois aussi que de temps en temps, j'ai des devices qui apparaissent et qui disparaissent. Donc ça, c'est que des choses que je pourrais filtrer dans Stream Analytics. Là, en l'occurrence, je laisse parce que ça permet justement de montrer que je pourrais le faire. Permet d'avoir une représentation graphique assez sympa. Ce qu'on peut utiliser aussi, c'est un bot. Donc, moi, j'aime bien le bot parce que je suis mauvais à faire des interfaces graphiques, mais vraiment très très mauvais. Et j'ai beaucoup aimé les bots quand ils sont apparus parce que finalement, l'interface graphique reste assez simple. Alors, j'ai un bot dans lequel je peux lui envoyer des images, mais je peux aussi l'interroger avec Telegram ou Skype ou Facebook. Donc, je vais donner un exemple de la façon dont ça fonctionne et la façon dont j'ai connecté tout ça avec Azure. Donc, par exemple, si je veux une photo de ma serre, je vais envoyer un mail à ma serre et puis je vais dire, envoie-moi une photo de ma serre. Mais je pourrais taper le message dans Facebook Messenger, Slack, Skype ou même envoyer un SMS. Ça, du coup, j'ai une web app qui tourne dans Azure avec le bot framework. Comme j'utilise un langage naturel, je vais utiliser un service qui est LUIS, Language Understanding Intelligence Services, qui va analyser, qui va me renvoyer en disant tiens, il veut finalement une photo et c'est une photo de la serre. Parce que j'analyse ça, je vais envoyer mon message à Azure IoT Hub. Là, on revient sur l'exemple que j'expliquais tout à l'heure. Mon Raspberry Pi avec mon Linux, mon Node.js, parce que ça marchait avant avec Node.js, mais mon IoT Edge avec mon Python va prendre la photo, va uploader ça dans le Blob Storage, va renvoyer la confirmation, et je vais pouvoir envoyer un mail avec une URL sur laquelle je vais pouvoir cliquer et du coup, je vais pouvoir avoir mon image. Ok, donc ça permet de faire des trucs assez sympas et finalement en quelques lignes. Je vais parler un petit peu de mon arrosage automatique en tant que tel. J'ai commencé il y a très longtemps avec un Arduino. C'est des petits boards qui sont un peu comme des Arduino, sauf que ça permettait de faire du .NET Micro Framework. Je l'ai migré avec un Raspberry Pi. Finalement, j'ai décidé de faire tourner quelque chose sous Windows. Hein. Donc, Windows IoT Core. T'es pas bon en design, mais aussi en installation électrique. Hein. Ça, c'est la version 2. Ça, je préférais la version 1, finalement. Ouais, et la version 3, là. Merde. Vous en pensez quoi? T'es sûr qu'ils sont pas à l'envers, tes photos, là? Non, c'est la dernière version, là. C'est celle qui est aujourd'hui dans la cave. Et puis, j'ai rajouté des voix. Voilà, j'ai fait ça un peu plus propre. Richard, j'ai mis c'est plus propre, là? Ah bah oui. D'accord. C'est magnifique. Non, c'était une question. Bon, je suis pas bon en design, je le sais. Parce que je vis aussi en partie à Moscou. J'ai fait la même chose à Moscou. Hein. Je suis pas bon en design non plus. Là, pour le coup, tu vois, le code, c'est le même. Les composants, c'est les mêmes. Hein, tu les reconnais. Sauf que j'ai pas un gros robinet, mais j'utilise des bouteilles de 5 litres. Ça suffit pour quelques jours. Et puis, j'ai un petit balconnet. Et ça permet de faire fonctionner tout ça. Ça, c'est exemple capture d'écran pour la partie management de l'arrosage automatique. J'ai rajouté aussi, ça n'utilise pas Azure IoT Edge parce que je l'avais fait avant que ça arrive, avant 2007. Connexion à du forecast et puis une analyse un peu fine des prévisions météo, de l'humidité actuelle pour qu'ils puissent s'adapter automatiquement. Donc j'ai un mode automatique en fait qui permet de faire fonctionner. Et puis la question que j'ai toujours, c'est est-ce que ça fonctionne vraiment tout ça? Alors oui, ça fonctionne. Hein, je récupère des fruits quand même de mon pêcher. C'est des pêches, c'est des petites pêches de vigne. J'ai un peu de raisin aussi dans mon jardin. Le problème, tu vois, c'est de trouver après le temps de faire la confiture. Parce que finalement, écrire le code, ça va. Faire la confiture, c'est vachement long. Bon. Quelques catastrophes industrielles aussi, ça arrive. Petite tempête, voilà, le truc a mal supporté, ça a pris l'eau. Une fuite. Ça, c'était un Spark.io qui est resté très très longtemps aussi dans mon jardin et qu'il a fallu que je remplace quoi, parce que il a pris l'eau. J'ai plein évidemment de rêves dans mon projet, continuer à le faire évoluer, rajouter plein de choses.
plus important là-dedans, c'est quand même d'avoir du fun, pouvoir utiliser ça pour faire des démos, et puis pouvoir poster du code sur mon GitHub de façon à ce que tout le monde puisse regarder comment c'est, et puis refaire la même chose. On va parler rapidement aussi de quelques exemples réels. Je parlais tout à l'heure, tu vois, de mon assureur en Suisse. Donc là, on utilise des technologies qui s'appellent LoRa. C'est Long Range Protocol. Donc ça permet de se connecter. C'est un peu comme du Wi-Fi si tu veux, mais tu n'envoies pas des kilos, des mégas ou autre, tu envoies des bits. Pas des centaines de bytes, quelques bits à chaque fois. Et par contre, ça va permettre d'avoir un long range, donc plusieurs centaines de mètres, plusieurs kilomètres également en terrain découvert. Et donc, pareil, dans les deux GitHub qui sont, enfin dans le premier GitHub, il y a du code pour des capteurs, et dans le deuxième, il y a l'infrastructure qui est nécessaire de mettre en place. Donc cette infrastructure est maintenue par Microsoft. On crée un connecteur entre LoRa et Azure IoT Edge. Donc là, pour le coup, c'est une gateway et on utilise Azure IoT Edge dessus. Donc Microsoft fournit les composants, les bibliothèques pour pouvoir faire cette passerelle directement. Tout est open source, hein. C'est comme les SDK, ils sont tous open source, tout est accessible, tout est transparent. On accepte évidemment les contributions communautaires. Donc ça, c'est un exemple de device LoRa, c'est un site d'Uno. Bon, quelques capteurs d'humidité qui sont dessus, une petite batterie, et avec ça, tu tiens, même sans le charger, plusieurs jours, tu vois, quand tu gères l'énergie correctement. C'est un des avantages, je pense, du protocole LoRa, c'est comme tu dis, on voit très peu d'informations, mais du coup, il est très faible en consommation énergétique. Et je sais, donc tu parles de la Suisse, si ça apparemment ça existe. Je sais qu'en Belgique, nous, l'opérateur historique qui est Proximus gère ça aussi, et j'avais regardé hier, la couverture sur la Belgique, elle est complète, puisqu'on a des très longues fréquences aussi. Sur la France, c'est le même protocole aussi? C'est aussi LoRa qui est utilisé? Alors, LoRa, en fait, les opérateurs peuvent proposer une version payante au message, et après, tu peux implémenter ton propre LoRa. Donc, là, l'idée, c'est d'implémenter son propre LoRa, parce que ça coûte beaucoup moins cher, notamment dans ce type de scénario-là, que de passer par des opérateurs. L'autre intérêt, quand tu le fais toi-même, et notamment dans le scénario ici de rescue, où finalement je veux pouvoir chercher des gens suite à une avalanche, et je veux être sûr que, tu vois, chaque centimètre carré a bien été couvert. En général, il n'y a plus d'infrastructure. Donc tu viens avec ta propre borne, tu viens avec ton propre IoT Edge, tu le mets en route, et tes devices se connectent, vont gérer, et puis le moment où tu as de nouveau une connexion, toutes les données vont repartir dans Azure, et tu peux les traiter. Je comprends pas bien là. On va parler de capteurs autonomes. Mais LoRa, c'est quoi? C'est une fréquence, c'est une autre fréquence qui est diffusée partout. Mais qu'est-ce qu'on envoie? Alors tu dis qu'il n'y a que quelques bytes, mais ça envoie quoi si j'ai besoin d'envoyer des données? Il n'y a pas que quelques bytes. Alors LoRa, c'est un protocole de communication. D'accord, c'est comme 802.11 si tu veux. C'est un protocole de communication. Ça utilise des fréquences qui sont dites plutôt libres suivant les pays. Donc par exemple, la bande 433 MHz en Europe, la bande 800 et quelques MHz en Europe. Ok. Ce protocole-là, c'est un protocole sécurisé, crypté, avec des clés. Et le payload que tu envoies, donc les informations, c'est effectivement quelques bits. Donc, quand tu envoies une information type température, tu vas envoyer 2-3 bits. Oui, mais non, mais je veux dire la sécurité des données. Comment il faut quand même que j'envoie qui je suis. Tout à fait. La sécurité. Dans le payload, tu as qui tu es, ton message et ma clé, enfin un truc comme ça. Et puis, en fait, c'est dans le protocole quand tu vas te connecter la première fois, tu as deux possibilités. Soit ton device est déjà déclaré dans ta gateway, et tu mets directement la clé dans le device. Soit ton device n'est pas déclaré, et auquel cas, tu as une clé commune qui va te permettre de faire un join. Tu vas récupérer derrière un challenge qui va te permettre de recréer ta clé de cryptage. D'accord ? Le protocole est super bien fait, très sécurisé, et permet du coup d'être sûr que tes données sont cryptées. Par contre, tu vois, dans ton payload complet, la grosse partie, c'est juste ce qui est lié au protocole avec qui tu es, le type de données que tu envoies, puis après, tu as tes petites données que tu envoies, et puis évidemment, tu as du CRC avec,
parce que tu es quand même dans l'air, quoi. Est-ce qu'on peut comparer, quand tu parles du 433 MHz, est-ce qu'on parle enfin, moi, c'est la fréquence que je connais pour les petites télécommandes débiles de lampes. C'est cette fréquence-là, du coup. Est-ce qu'on parle de ça dans le même principe? On parle dans le même principe, mais crypté et sécurisé. Alors, d'accord, donc d'accord, je comprends. Et je connais aussi un protocole, c'est peut-être la même chose sur les box domotiques. Il y a des protocoles de capteurs que j'ai chez moi. Zigbee, par exemple. Alors, j'ai perdu le nom, c'est pas celui-ci. C'est les Z-Wave. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Du coup, c'est le même principe alors. C'est le même principe. Tous ces protocoles-là, en fait, c'est le même principe. Ils utilisent des bandes qui sont plus ou moins libres ou plus ou moins autorisées. Et après, tu as le droit à plus ou moins de payload. Là, en fait, sur du LoRa, tu peux pas envoyer toutes les secondes un message avec le même device. C'est pas autorisé. D'accord. Donc tu as une bande passante limitée à la journée et à toi de la gérer au mieux. Après, c'est la théorie. En pratique, tu peux aussi faire du burst. Enfin, tu as quand même 2-3 trucs comme ça. L'intérêt aussi de ce protocole-là, c'est qu'il est double sens. C'est-à-dire, tu peux aussi envoyer des messages au device. C'est-à-dire que tu peux avoir accusé de réception. Tu peux avoir accusé de réception, effectivement. On n'a pas un 433. Tu prends un scénario très simple. Tu veux compter le nombre de personnes qui passent ou tu veux compter un certain nombre de choses. Tu veux remettre à zéro ton compteur. Pour remettre à zéro ton compteur, tu veux être sûr que le serveur a bien reçu ton information. Ok. Et donc, tu peux faire ce type de scénario-là. Et avec ce type de scénario-là, tu mets un petit point de colle, un petit capteur dans un coin pendant 3 ans sur une batterie. C'est réglé et ton machin, il va tourner tout seul comme une horloge. Ouais, c'est vraiment ça l'intérêt, c'est que ça peut durer pendant des semaines, des années. Exactement. Exactement. Tu l'enterres quelque part, tu l'oublies et voilà quoi. Ce qu'on ne sait pas faire avec des autres trucs. On prend norme GSM ou 3G. Ah ouais, non mais là, c'est mort. Quoi. Là, c'est même pas quelques jours là. Et par rapport à un autre protocole qui est bien franco-français, qui est Sigfox. C'est le concurrent. C'est le concurrent, hein, c'est ça. Ouais. Concurrent de Sigfox. Mais côté ce protocole-là, on l'a aussi en Z-Way, hein, l'aller-retour. Hein. Enfin, l'échange de. Sauf que tu n'as pas le long range. Tu vas être dans ta maison, tu as 10 mètres, 15 mètres, 100 mètres peut-être à terre découverte, et puis basta. C'est ça, c'est assez limité, oui. Tu n'as pas 15 km. Tu n'as pas 15 km, mais les capteurs, enfin après, la plupart souvent des capteurs, ils ont redondance. Oui, mais mais tu dois en installer. Oui, c'est ça, tu dois en installer une tripotée. Quoi. Ouais, et puis une fois que tu en as chaîné 20, le truc il marche plus. C'est mort. Donc non, chaque protocole et chaque technologie a son avantage et inconvénient. Là, en fait, c'est fait pour avoir un certain nombre de scénarios. Tu mets une gateway pour couvrir un immeuble, tu mets des petits capteurs de présence, température partout, et puis tu as un système très peu cher pour pouvoir gérer ça. Le jour où il faut changer un capteur, tu changes, tu remplaces, terminé. Quoi. Ouais, c'est bien. Okay. Tu as les agriculteurs qui tapent au milieu de leur champ et ils ont toutes les informations sur leur champ en permanence. Tout à fait. On a des clients aujourd'hui qui sont très divers et variés, de l'agriculture, de l'assurance, évidemment automotive, industrie plus traditionnelle, tout ce qui va être dans les bâtiments. Beaucoup de gens s'intéressent à ça. Côté architecture et gateway, si je continue un petit peu, donc on va utiliser Azure et on va utiliser Azure IoT Edge. On va mettre Edge dans la gateway. On va déployer en fait les services principaux qui vont permettre de récupérer les données, de les publier et de pouvoir les envoyer dans Azure IoT Edge. On a des fonctions, il y a du Docker pour évidemment les containers et ce genre de choses. Je rentre pas dans le détail, mais voilà, il y a une architecture complète, il y a une équipe complète qui gère ça et qui met à jour très régulièrement cette architecture-là. Pour essayer de tenir dans le timing, je vais avancer un tout petit peu. Je suis comme Richard, j'aime bien le bon vin. Voilà. Richard s'est dit, voilà, on est tous les deux des passionnés de vin. Et j'ai une cave dans laquelle j'ai mis quelques capteurs, évidemment, de température, d'humidité. Vous l'avez vu peut-être précédemment sur la slide. Le problème, c'est quand voilà, tu as 300, 400 bouteilles, c'est gérer l'inventaire. C'est galère. La façon dont je faisais ça, avant, c'était avec un fichier Excel imprimé, et puis voilà, je marquais, je barrais, je changeais, et au bout d'un moment, c'est plus lisible. Tu vois, là, bon, c'est plus lisible, puis tu peux faire des erreurs, parce que de temps en temps, tu vois, as juste une année de différence, ou là, tu as 9 ans de différence, donc il ne faut pas se planter quand même dans l'inventaire. Donc c'était tout le temps galère, tous les ans, il fallait que je refasse mon inventaire. Et puis un jour, un 26 décembre, je ne sais pas si c'était le lendemain de Noël où j'avais bien digéré, je me suis dit, attends, je vais faire un truc tout con, j'ai collé des QR codes sur les bouteilles, je vais scanner ça.
avec mon Windows Phone, parce que j'adore mon Windows Phone. Bon, maintenant, j'en ai plus, hein. Mais et puis derrière, je vais simplement mettre un site web avec une base et puis je vais gérer ça comme ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a pris une petite journée de développement pour pouvoir faire un site complet, ASP.NET MVC, une base SQL, génération automatique des QR codes. Et puis derrière, mon reporting, je m'emmerde pas, je fais ça dans Excel et puis évidemment, j'ai connecté à mon bot. Comme ça, je peux savoir combien j'ai de bouteilles de vin à n'importe quel moment. Et puis surtout, quand je suis en déplacement, que je suis chez un caviste, je peux regarder si j'ai tel ou tel type de vin, s'il m'en manque ou pas. C'est ce genre de choses. Pour les QR codes, après ce que je fais pour les coller, j'ai un template Word avec des planches autocollantes en fait derrière que je découpe et donc je les copie tout simplement. Si j'ai 6 bouteilles de ce type-là, je copie-colle 6 fois dans Word. J'ai pas encore automatisé ça, je pourrais presque, mais bon, voilà, faut pas déconner non plus. Et puis derrière, on peut faire un peu de reporting, un peu de BI, hein. On peut comprendre un peu sa consommation. On peut comprendre que le jour, tu vois, on ouvre 5 bouteilles, je sais pas, pendant 2-3 jours derrière, c'est bizarre, mais il n'y a pas de bouteilles qui sont consommées. Certainement parce que je les ai pas toutes bues, hein, parce que peut-être que j'avais beaucoup d'amis avec moi, que des fois, tu vois, des semaines où tu n'es pas là, c'est marrant, il n'y a pas de bouteilles qui sont ouvertes. Corrélation, hein. Une corrélation, voilà, on peut faire ce genre de choses. Les couleurs sont en fonction de la qualité ou du type de vin? Non, en fait, les couleurs, les rouges, c'est les week-ends. Okay. On voit qu'effectivement, il y a une surconsommation les week-ends, les vendredis également par rapport aux jours de la semaine. Bon, voilà, je suis toujours pas bon design, hein, je le sais. C'est un petit ESP 8266 avec un capteur de température humidité de chaque côté de la porte. Comme ma clim, elle génère de l'eau, surtout en été à cause de la condensation. J'ai un petit capteur ici qui me permet de voir si la cuve est pleine et ça m'envoie une notification automatique qu'il faut que je la vide. Bon, j'évite que ça soit plein, en général je le vide bien, mais c'est pratique notamment quand je suis en vacances et si vraiment il faut vider, je peux toujours demander à un voisin. Bien sûr, c'est cool. Imagine, tu as le capteur, tu es en vacances à 1000 km. Ah, la cuve est pleine. Et là, tu te dis, et merde. C'est pour ça que j'ai des voisins qui sont gentils parfois. Donc, c'est juste pour stresser. Voilà, c'est tout. Et ouais, c'est fait pour me stresser, effectivement. Mais bon, le scénario est plutôt sympa et il marche bien. Pour récapituler un petit peu et pour terminer dans le timing, un projet IoT, vous avez vu, ça peut être assez compliqué, mais ça peut être aussi finalement assez flexible et on peut utiliser ce type de technologie-là dans pas mal de domaines. Il y a des choses auxquelles il faut faire attention, c'est la sécurité et il faut y penser de bout en bout, dès le début. À la fois sécurité physique, où est-ce que tu mets tes clés, si tu as ce type d'informations-là, l'accès évidemment cloud, qui peut accéder à tes datas, comment tu peux les traiter. Donc il faut prendre tout ça en charge. Par contre, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'avec les SDK pour tous les langages, le problème, c'est jamais en fait l'accès à Azure OTH, c'est jamais comment tu vas poster tes données, c'est vraiment le hardware en tant que tel, comment tu vas les récupérer. J'ai passé plus de temps dans mon code Python à pouvoir prendre la photo, créer mon Docker avec mon OpenCV, qu'à écrire les 10 lignes de code nécessaires pour récupérer les twins, envoyer gagner un temps fou par rapport à ça. Après, bon, je suis pas non plus un super gourou la base de données, donc j'ai un peu galéré, tu vois, pour présenter les données, les transformer et ce genre de choses. Maintenant, des outils comme Stream Analytics permettent de faciliter la vie pour l'analyse, le fenêtrage et ce genre de choses. Donc sur un projet, ça peut être assez compliqué, mais par contre Azure fait gagner vraiment un temps fou dans le projet. Donc voilà qui conclut. Alors évidemment, il y a les codes, articles qui sont disponibles, notamment sur mon GitHub. Et puis tiens, mon blog a changé, il faudrait que je mette à jour cette URL. Je l'ai bougé sur GitHub. On mettra toutes les adresses dans les notes de l'émission aussi, donc tu pourras m'envoyer tout ça et on pourra regarder. Oui. Moi, j'ai une ou deux petites questions quand même. Tous les composants IoT que tu nous as montrés, est-ce qu'il y a, si quelqu'un veut s'y mettre, je vais dire, et commencer à regarder, et il y a une norme à regarder, ça doit être compatible avec tel truc ou pas, ou il n'y a pas de choses particulières? Alors,
Il n'y a pas de chose particulière. On a une page, et j'en parle tout au début de la présentation, je vais pas revenir en arrière. On travaille avec des constructeurs, on travaille donc de hardware, de chipsets, pour faire en sorte que leur matériel soit compatible. Donc on a aujourd'hui des centaines et des centaines de matériels compatibles. L'URL est au début, je pourrais la redonner. Tu peux chercher, vérifier, et on l'a pour des capteurs spécifiques, on l'a pour des plateformes spécifiques, et on l'a aussi pour de l'applicatif spécifique. Donc, il faut quand même regarder par rapport à ce qui existe, c'est pas juste sauter sur le premier composant venu, quoi. Non, après, c'est du dev, quoi. Donc, si tu crées ton propre composant, tu vas le rendre compatible. Et puis, on a aujourd'hui dans les équipes .NET Core, une équipe qui travaille sur le support natif des GPIO, SPI, I2C, PWM, etc. Et on crée des devices qui vont être prêts à l'emploi. Et donc, tu vas pouvoir faire la même chose en .NET Core sur du Linux, sur du Windows, de façon complètement transparente. Et ces composants-là, tu les achètes où? Il y a des sites, c'est pas, on va pas sur Amazon et on trouve ça directement aussi? Tu peux en trouver sur Amazon, c'est un petit peu plus cher et un petit peu plus rapide. Après, moi, je les achète directement en Chine, c'est un peu moins cher. Mais je suis pas pressé. Oui. Et après, je joue avec. Là, tu vois, sur mon bureau, là, j'ai tout un tas de trucs en permanence avec lesquels je joue. Là, t'as un petit servomoteur, petit capteur d'humidité, parce que justement, là, j'étais en train de faire un pull request sur l'équipe IoT.NET Core pour rajouter le support de deux capteurs de température, les DHT 22 et 11, et puis servomoteur, ce genre de choses. C'est aussi le bordel sur ton bureau. Il n'y a pas qu'à la cave, il n'y a pas que dans le jardin, il y a partout. De composants, il y a le voltmètre, hein, ça c'est important. Bon. Alors juste un petit conseil, s'il y a quelqu'un qui fait du dev et qui veut s'intéresser à ça, qui veut faire Mumus, tu conseilles quoi? C'est de s'acheter un Raspberry et puis de... Alors, déjà, il y a la solution software. On a des émulateurs pour tout, donc tu peux directement jouer avec Azure Etihad sur ton PC, sur ton Mac, sur ton Linux, peu importe ce que tu utilises. On a des exemples qui ne nécessitent aucun matériel particulier. Donc, il suffit juste que tu y ailles, tu suis les tutoriaux, ils sont super bien faits, step by step. Et puis voilà, si maintenant tu veux aller côté hardware et jouer un petit peu avec évidemment du vrai hardware, parce que voilà, c'est quand même ce qui est sympa et c'est toujours assez gratifiant de voir marcher. Ouais, un kit Raspberry. Sur le site où il y a effectivement les packages certifiés, enfin tout ce qui est certifié, on a des kits certifiés. Là, je vais y arriver. Kits certifiés. Je conseille de commencer par un de ces kits certifiés parce qu'il y a aussi les tutoriaux qui vont avec, et donc du coup, ça permet de se connecter. Et encore une fois, côté langage, c'est assez large. On a des exemples en Python, en Node.js, en C++, en .NET. Donc voilà, t'as de quoi faire. Et puis maintenant, .NET Core, en .NET Core, on va avoir aussi des exemples pour accéder directement au matériel. Après, je pense que moi, le conseil que je pourrais donner, c'est quand même, et le constat d'abord, c'est qu'il faut quand même comprendre ce que c'est des petits composants comme ça. Oui. Il faut quand même comprendre ce que c'est des petites LED. Si on n'a jamais travaillé sur Raspberry, si on n'a jamais vu ça peut faire vraiment peur, des machins comme ça. Quand les gens ils veulent s'amuser, ce truc-là, ça fait flipper. Tout à fait. C'est pour ça que l'émulateur, le simulateur dont tu parlais, ça peut être pas mal. On a des simulateurs, effectivement, et ça permet de commencer par ça. Mais pour aller plus loin, si on est vraiment geek, mon conseil que je peux donner, c'est que, bon, là, c'est un Uno Arduino, c'est pas un Raspberry, mais peu importe. J'ai acheté il y a l'an passé pour Noël, je me suis amusé à acheter cette box-là. Ça coûte que dalle sur les sites chinois ou français ou américain, Amazon. Et sincèrement, c'est un petit... ça va vous coûter 30 €, hein, ça ne coûte rien du tout. Hein. Vous avez comment c'est le capteur, c'est Arduino, voilà. Et c'est un PDF qui est tout en français, en anglais ou en allemand. Vous choisissez votre langue. Et step by step, vous allez apprendre ce que c'est la LED. Vous la branchez. Donc, et vous travaillez ça, tu prends ta petite surface, tu mets sur le port USB, puis putain, mais le mec qui s'y connaît en rien en électronique, ben, je peux te dire qu'à la fin, tu fais des choses extraordinaires, mais extraordinaires. Tu t'amuses à faire un oscilloscope, enfin pas un oscilloscope, comment on appelle ça, un chenillard, voilà, avec les LED.
tu as un écran digital et puis tu t'amuses, tu arrives à écrire des choses. Et en fait, la programmation, alors ça ressemble à du C. Mais en fait, c'est très facile, on s'en fiche. C'est du C. C'est du C++, ouais. Ouais, bon, je savais pas parce que j'avais jamais fait. Mais en fait, finalement, non, mais le langage, je savais pas que je me disais tiens, ça ressemble. Mais c'est très facile en fait. C'est super facile. Et vraiment, maintenant là que je sais faire ça parce que du coup, je le maîtrise. Bon, j'avais un petit peu de background en électronique, mais de partir en IoT et de me connecter. Alors du coup, j'ai acheté plein de capteurs Wi-Fi, des capteurs pour que mes différents capteurs communiquent entre eux. J'arrive à ce stade-là. Pourtant, au départ, franchement, tu pourrais dire mais c'est super balèze quand tu vois ce que tu fais, Laurent. Ça fait peur quand tu vois ce qu'il y a dans tes caisses, ça fait peur, sincèrement. Tu as déjà calculé le temps que tu as passé pour faire tout ça parce que... Quand on aime, on ne compte pas. Mais avec du recul, c'est génial. C'est génial. Et là, j'ai vraiment. La partie électronique, bon, j'en ai fait à l'école, hein, tu vois, ça date, c'était vieux il y a 20 ans. Mais finalement, on s'y remet assez vite. Et aujourd'hui aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que bon, là, j'ai des capteurs qui sont assez nus, mais si tu utilises des choses comme Groove, tu vas avoir des capteurs qui sont directement intégrés. Donc, tu vas juste les brancher et puis derrière, tu as le code pour y accéder. Tu n'as pas besoin de créer tes propres capteurs. Moi, ce qui m'intéressait, si tu veux, c'était de tout faire parce que, ouais, voilà, c'est un peu plus geek. Je crée mes propres capteurs, je suis super content. Bon, après, il y a aussi des capteurs que j'ai intégrés parce que, bon, bah, voilà, créer ces capteurs, c'est gentil, mais à un moment donné, quand ça coûte moins cher que de passer le temps à le souder, je l'achète tout fait maintenant. La complexité, elle va être effectivement dans cette partie qui est vraiment hardware. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que côté concept, cette partie d'IoT, ça peut s'appliquer à tout et pas forcément, encore une fois, à des capteurs avec du hardware, avec des choses qui peuvent être très compliquées. Tu peux faire des choses qui sont beaucoup plus simples et puis utiliser ça comme une façon de déployer, utiliser ça comme une façon de mesurer un certain nombre d'informations que tu peux avoir sur des machines tout aussi diverses que variées. Donc, et si je reprends l'exemple de mon ATM, bon, tu vas pas t'amuser à rajouter un capteur d'humidité dedans, quoi. Tu vois, tu vas utiliser ton ATM, tu vas utiliser le flux de la vidéo, puis tu vas faire des traitements, tu vas essayer de comprendre ce qui se passe directement avant en fait, ce qui se passe, c'est que sur les ATM, la plupart du temps, les webcams, elles sont là pour enregistrer, puis en cas de problème, on regarde l'enregistrement plus tard, quoi. Donc, ce truc-là, il faut le voir comme un objet IoT. Donc oui, il y a la partie hardware. Les scénarios sont effectivement infinis. Je veux dire, par exemple, si tu as une box qui n'est pas forcément compatible, si tu utilises après Flow, donc ça serait vraiment après OK, hein, c'est des pirouettes, mais tu arrives dans Azure après, hein, quoi qu'il en soit. Oui. Même si ton capteur n'est pas directement. Tout à fait. En fait, tu utilises la notion de gateway et ta gateway peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un PC, un objet IoT, c'est un téléphone, ça peut être n'importe quoi. Tu as plein de capteurs là-dedans aussi. Hein, alors là, tu vas pas utiliser Azure IoT, tu vas faire une application, tu vas te connecter directement à Azure IoT à l'intérieur. Hein. Tu as tout ce qu'il faut à partir dans les SDK pour pouvoir le faire sur Android ou sur iOS. Et tu peux faire exactement finalement la même philosophie. Pas Edge, parce que tu n'auras pas cette partie déploiement. Dans l'applicatif, tu vas t'y connecter directement. Et puis terminé. Putain, c'est le geek niveau 15 000. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté autonome des choses. Non, mais t'imagines, tu peux te faire un propre petit machin, tu vas mettre en dessous de ton tapis de maison, tu as le livreur qui vient, pouf, t'es averti. Exactement, ouais. Même avant, moi j'en ai un peu partout, des petits capteurs, ouais, des trucs, des modules. J'aimerais pas aller chez toi finalement. Ça fait flipper en fait. Ça fait flipper. Mais non. Alors attends, après j'ai des trucs super qui sont intégrés. J'ai des thermostats de chez Netatmo pour gérer la température dans toutes les pièces, etc. Il y a des trucs que je m'amuse pas à développer. Par contre, je peux récupérer ces informations-là et puis les alimenter dans mon Power BI puisqu'ils ont des API. Donc tu peux aussi avoir des scénarios un peu mixtes où tu récupères des données d'ailleurs. Excellent. Sympa tout ça. Eh bien, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Hein. Je ne sais pas si vous avez d'autres remarques à nous poser, à nous soumettre, Christophe, Richard, Laurent. Non, si ce n'est de nous rejoindre sur le Slack. Oui, voilà. Pour en discuter. Donc comment fait-on ça, Christophe ? Eh bien, il suffit d'envoyer un email à team@devaps.be, parce que je crois que c'est toujours le .be. Oui. Et du coup, les Français ne nous aiment pas. Voilà. Je vais rajouter une autre adresse. Ça arrivera sur le même site, sur le même Slack, mais je vais rajouter une autre adresse. Sur France, du coup. Non, c'est pas vrai. Ils nous ont envoyé. Si, moi, je l'ai bien entendu. Hein. Moi, j'ai rien entendu.
J'ai rien vu. Ouais. Justement, tiens, s'il y a des plaintes ou autres, Laurent, comment on fait pour te connecter, pour te contacter? T'as un Twitter? T'as quelque chose? Des questions, si quelqu'un s'intéresse au sujet? Ouais, le plus simple, c'est de me contacter par exemple sur LinkedIn. Ça marche très très bien. Je donnerai du coup mon compte LinkedIn. Ok. Vous avez remarqué qu'on n'a pas du tout mis le mot WAF. Pourtant, ouais. Mais sans WAF, hein. On emballe tout ça dans, je sais pas, dans une boîte. Une boîte de dérive comme il a fait Laurent. Voilà. Bah, ça marche, hein. Attends, j'ai une boîte dans le jardin, c'est fermé, c'est WAF, il n'y a aucun souci, tu vois. J'ai quand même vu les images où il y a eu les inondations à l'intérieur, donc de temps en temps, ça passe. Ouais, c'était pas une boîte de dérive, c'était une boîte de jouets de rangement. Celle-là, c'est une boîte de jouets de rangement et elle a mal supporté le gel et une tempête, effectivement. Ouais. Maintenant, j'ai les boîtes grises, là, je mets dans les boîtes grises, c'est fermé, ça se voit pas. Je mets ça dans un coin derrière une plante et puis hop. Tu l'enterres. Quasiment enterré. De temps en temps, il y a la maintenance hardware à faire, donc il faut le déterrer. Une caméra pour voir si les escargots passent. La première fois, tu vas rire, mais c'était rempli de fourmis. J'avais des fourmis partout dans le hardware. Ouais. Ok, peut-être avant de nous quitter, simplement une petite remarque. Si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas. Venez nous soutenir aussi sur tipeee.com/devaps. Donc tip3e.com/devaps, ou simplement un petit commentaire en bas de page du podcast, hein, ou de la vidéo YouTube aussi. En tout cas, ça peut toujours être intéressant et ça nous fait toujours plaisir. Un grand merci à tous. À bientôt. À bientôt. Au revoir et merci de m'avoir invité. Merci à toi. Au revoir.